Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Regardez là-haut dans le ciel. C'est un oiseau? C'est un avion? C'est Madame Christiane Taubira. Je veux vous dire que je mesure la confiance que vous me témoignez. En plus de sa merveilleuse force physique, Madame Christiane Taubira combat sans fin pour la vérité et la justice. Je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats. C'est Arnaud Montebourg, j'espère que ça va. J'appellerai Anne. Allô, je vous écoute. J'appellerai Yannick. Allô? Allô? J'appellerai Jean-Luc. Moi? Mais qui elle est celle-là? Et merci d'être dès demain les chevilles ouvrières d'une possible victoire en avril 2002. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est Il y ouvert. avait juste 20 ans de retard, c'est en avril 2022. La primaire populaire a rendu son verdict en début de soirée. Christiane Taubira l'a emporté non pas avec 51% ou 99% des voix, mais avec mention bien plus devant Yannick Jadot qui n'a reçu que la mention assez bien plus. Christiane Taubira a annoncé hier qu'elle allait, on l'a entendu à la manière d'Arnaud Montebourg, appeler tous les candidats pour, je cite, de façon à rassembler les gauches et leurs sensibilités. Une unanimité qui se discute puisque Anna Aguep-Portery, qui a obtenu le bonnet d'âne de la primaire populaire en terminant dernière avec la mention insuffisant, a tweeté, je cite, « J'ai été candidate à la primaire populaire car j'ai toujours souhaité le rassemblement, mais le résultat divise car il rajoute une candidature de plus. Je choisis de soutenir un programme de rupture capable de gagner. Le seul, c'est l'avenir en commun porté par Jean-Luc Mélenchon. » D'où notre premier débat, primaire populaire, Taubira doit-elle être la candidate unique de la gauche? Et vous êtes 89,2% à dire non avec nous. Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF de Sciences Po. Bruno Cotresse, bonsoir. Bonsoir. Christiane Taubira va appeler les leaders, y compris Fabien Roussel, qui avait pourtant été exclu de la primaire. C'est quand même un peu surprenant, non? Ouais, c'est de plus en plus compliqué, c'est certain, que les candidats qui représentent une même famille politique ou qui sont issus globalement de la même famille politique, du même bord de l'échiquier politique, communiquent entre eux, s'appellent très bien, mais clairement, ça ne règle absolument rien. Les problèmes de la gauche ne sont pas le problème du nombre de candidats. Le problème de la gauche sont d'abord et avant tout des problèmes de fond, des problèmes de différence, de nuances, voire de désaccord sur des éléments tout à fait capitaux, essentiels de politique publique. Et au fond, c'est ça qui explique la pluralité des candidatures plutôt que la flèche en sens inverse. Françoise Degois. Oui, moi, bonsoir Bruno. Oui, je pense que cette, comment dirais-je, cette primaire populaire, je sais pas comment m'en inspirer parce que d'une certaine manière, on peut pas dire 500 000 personnes qui se réunissent pour voter. En plus, ça, c'est la jeunesse, hein. C'est pas, c'est des gens qui ont une très jeune moyenne d'âge. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils placent d'une certaine manière Christiane Taubira, qui est l'archétype, en gros, du combat antiraciste. On peut dire ça comme ça, de Christiane Taubira. Voilà, c'est l'anti-Zemmour dans cette campagne. Si on devrait, c'est le contrepoint de Zemmour sur le plan idéologique. Et il place Yannick Jadot en deux. Donc on voit bien l'aspiration de cette jeunesse-là, donc qui vote. Et en même temps, comment tenir compte de ce résultat? Il n'y a pas eu de débat. Je pense que ce qui fait le sel aussi d'une primaire, c'est le débat. Cette primaire, on n'a rien compris. Anne Hidalgo l'a fait revivre en annonçant qu'elle va y participer, en n'y participant plus à la fin parce qu'elle comprend qu'elle est faite sur mesure pour Christiane Taubira. Elle est à la fois légitime, cette primaire, mais elle est inutile. C'est une légitimité inutile. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. En tout cas, pour le peuple de gauche, c'est complètement incompréhensible. Et je pense que les gens ont déjà, voilà, ils savent déjà ce qu'ils vont faire au premier tour et éventuellement est-ce qu'ils iront sauver ou pas Macron au second tour. Voilà, c'est ça. Bruno Cotresse. Oui, je pense que c'est assez juste. Au fond, la primaire, cette primaire populaire, dans la mesure où elle n'a pas été relayée par les principaux candidats de gauche et par leurs appareils politiques, forcément, ça allait arriver un peu dans une impasse. Il y a une pluralité de la légitimité pour se présenter à une élection. Et ce qui est intéressant, on a vu toute la palette. On a vu Anne Hidalgo qui est passée par la légitimité des adhérents du Parti socialiste. C'est tout à fait légitime. On a vu Jean-Luc Mélenchon qui, lui, en avait appelé à 150 000 citoyens. C'est aussi légitime. Yannick Jadot, la primaire des partis politiques qui se reconnaissent dans l'écologie, c'est une autre forme de légitimité. Et ça nous apprend quand même une chose très importante, ce qui s'est passé dans cette primaire populaire, c'est qu'il y a aujourd'hui différentes sources et différentes formes de légitimité pour se présenter à la candidature à l'élection présidentielle et que les partis politiques commencent à avoir un peu de mal
effectivement à couvrir tout ce spectre des attentes démocratiques des Français. Philippe Deveul. Écoutez, je pense que c'est une fausse primaire, une primaire populaire qui peut même rendre impopulaire. Pourquoi ? Parce que je crois que la primaire, c'est l'outil de l'appareil des partis politiques, tout ce qu'on déteste. Enfin, moi, personnellement, ce que j'aime pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une primaire, c'est le premier tour. Donc le premier tour va départager les deux qui s'affronteront au deuxième tour. Donc c'est pas la peine, parce que c'est très malin de dire on va faire une primaire. C'est un peu comme le LR. D'ailleurs, je pense que le LR va exploser en vol. Pourquoi le LR ? Les LR, le parti républicain. Le parti. Non, mais le LR, c'est le parti entre parenthèses républicain. Donc les LR. Vieux. Voilà. D'habitude, vous exprimez mieux que ça. Non, mais on avait le LR. Non, mais j'ai envie de l'embêter. Sur le fond, il a raison. Grammaticalement, il a raison. Parce que les LR, c'est les adhérents des Républicains. Exactement. Et le LR, c'est le LR et le parti. Il faut dire le parti. Alors voilà, pour faire plaisir à Françoise, c'est un détail. Elle utilise des méthodes staliniennes de mettre des R sur le développement des contradicteurs. Mais c'est pas grave, moi je suis un char qui écrase les R. Donc, un char, mais un char quoi ? Un char Panzer ? Un Panzer. Allez-y. Vous vous rendez compte à quoi on en est arrivé ? J'ai un Panzer. Donc, je vais vous expliquer pourquoi que c'est une escroquerie, la primaire. Valérie Pécresse a gagné la primaire et elle doit faire avec un colistier qui est monsieur Éric Ciotti, mais ils sont aux antipodes. Et c'est-à-dire qu'Éric Ciotti représente 40%, Valérie Pécresse à peu près 60%, mais à tout moment, vu les alliances qu'elle fait avec des ultra-minoritaires comme les UDF, les centristes... L'UDF, ça existe plus depuis longtemps. L'UDI, pardon, veuillez m'excuser, là c'est une erreur. La vieillesse est un naufrage. Exactement. Mais oui, mais c'est le... Il va parler du président italien, vous m'avez un peu dans 10 secondes. De l'UDR. Donc, ce qui va se passer, comme la campagne va se droitiser au maximum, ça peut imploser. C'est-à-dire que la primaire peut faire imploser l'union du LR, enfin du parti. Et à gauche aussi. Et à gauche aussi, c'est la même chose, en pire. Vous êtes d'accord avec ça, Bruno Cotresse ? Non, pas vraiment. Il y a un contre-exemple évident. Au fond, dans les années 70, Giscard et Chirac ne sont nullement issus d'une primaire. La majorité va quand même exploser en août 76. Il faut davantage voir aujourd'hui cette question des primaires comme le fait qu'elle s'inscrit dans une perspective un peu plus large. Les partis politiques, ils ne fonctionnent plus comme il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Il y a de plus en plus de demandes en interne que les militants choisissent directement les dirigeants. Il y a 30-40 ans, les dirigeants, ils s'auto-sélectionnaient entre eux, en petits comités. Aujourd'hui, ils en passent tous par un vote en congrès, avec plusieurs candidats. Je vous coupe la parole, Bruno Cotresse. Excusez-moi, la désignation de Anne Hidalgo au PS, c'est quand même 3-4 personnes qui se sont réunies entre elles aussi, non ? Non, ça a voté dans les sections. Il a raison, Bruno. C'était certes. Bruno a raison, bien sûr. Le nombre d'adhérents aujourd'hui au Parti socialiste, mais les militants ont quand même pu s'exprimer. Bien sûr. Je trouve que justement la différence entre Ciotti et Pécresse, c'est un peu la différence entre Hidalgo et Taubira. Dire qu'on a d'un côté effectivement un personnage avec un programme un peu plus central, bon, Hidalgo et Pécresse, évidemment qui n'ont pas les mêmes lignes, mais côté gauche et côté droit, et après des personnes peut-être plus charismatiques, en tout cas qui ont un discours plus fort, plus simple aussi. Je pense aussi que quand le discours est plus clivant et plus brutal, alors après je pense pas que Ciotti et Taubira soient brutaux de la même manière, mais en tout cas c'est quand même plus clair en effet. Mais ce qui est certain, c'est que c'est vraiment une stratégie qu'il va falloir vraiment définir en amont. Je pense qu'en tout cas pour la question de la gauche, moi, qui m'intéresse particulièrement, Taubira en fait effectivement incarne plus naturellement la gauche de manière simple et intuitive. En effet, c'est un peu le miroir d'un personnage comme Zemmour, qui lui incarne aussi la droite dure, clivante et même violente d'une certaine façon. Mais tout le problème évidemment, c'est que pour ratisser ensuite plus au centre, elle aura pas mal de difficultés, ce que Hidalgo est beaucoup plus en mesure de faire avec, disons, son travail qu'elle a fait à Paris, et puis même le ton, disons, de son programme, de sa voix, la manière qu'elle a aussi de s'exprimer, de porter ses idées. Et donc, en fait, moi, je pense que finalement, l'époque, parce que je pense vraiment que l'époque joue beaucoup dans cette élection-là, et notamment la culture. On est maintenant dans un âge où Internet, les réseaux sociaux, les médias sont complètement imbriqués,
Et donc tout ça converge pour former une espèce de culture dominante. Et cette culture dominante aime la radicalité, aime les gens qui sont clivants. Et de ce point de vue-là, c'est au bénéfice de gens comme Zemmour d'un côté ou comme Taubira de l'autre. Même si encore une fois, c'est pas du tout, c'est pas comparable, bien entendu. Mais c'est des stratégies qui sont plus claires, plus nettes et plus simples à comprendre. Bruno Cotresse. Oui, sans doute. Mais encore une fois, le problème n'est pas tellement pour la gauche. Si on parle de la gauche, le problème n'est pas vraiment le nombre de candidats. Et d'une certaine manière, je dirais que le problème n'est presque pas de gagner l'élection présidentielle, qui semble être quelque chose pas du tout à porter. Le problème, c'est s'il gagnait, s'il se retrouvait au gouvernement, c'est le jour d'après. C'est le jour d'après. C'est-à-dire quels sont les éléments de dissensus, quels sont les éléments de consensus. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on a un tableau extrêmement clair, précis. Tout le monde veut de la justice sociale, de l'écologie, de la démocratie. Oui, Bruno, je vous interromps pour vous dire, j'entends ce que vous dites, hein, vous avez raison dans ce que vous dites. Mais pourquoi est-ce que tout apparaît? Parce qu'il n'y a pas de perspective de victoire. Je peux vous garantir qu'il y aurait une perspective de victoire. Eh bien, tout ce qui sépare les partis de gauche actuels qui se chamaillent dans le bac à sable autour de 4 ou 5%, eh bien, serait dérisoire par rapport à ce qui les unirait, c'est-à-dire la victoire. Souvenez-vous, l'exemple le plus récent, c'est François Hollande. 2012, honnêtement, Jean-Luc Mélenchon, au soir du premier tour, dit « Votez pour lui comme vous voteriez pour moi ». La mauvaise manière que lui fait Mélenchon après pour les législatives pourrit tout le quinquennat, c'est-à-dire qu'il lui met un candidat plutôt que de le soutenir face à Marine Le Pen. Il ne le paye pas, il ne paye pas en retour de son geste. Mais le Mélenchon, on a oublié 2012, le soir du premier tour, Mélenchon. Donc la gauche, parce qu'il y a une perspective de victoire, la gauche s'entend. De la même manière que la Vous voulez dire que pour elle a déjà intégré que c'était perdu en avril 2022 ? Je pense que la social-démocratie, en tout cas, l'a intégré. En revanche, il me semble, moi, qu'il va se passer la même chose qu'en 2017. Alors, je ne sais pas dans quel volume, parce qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait frisé la barre du second tour à très peu, à 500 ou 600 000 voix. Je pense que au bout de 15 jours, vous allez avoir un phénomène de vote utile et qui va évidemment se reporter sur Jean-Luc Mélenchon, qui, vous l'avez vu, est en train d'adoucir son discours pour devenir le vote utile. Je pense que la gauche a besoin d'un homme de droite comme François Mitterrand pour réunir la gauche. Donc Fabien Roussel. Voilà, Fabien Roussel. Comme il a été exclu de la primaire à gauche. Oui, non, mais c'était tout un processus. Il y avait le programme commun, il a réuni les communistes pour mieux les étouffer, etc. Les grandes réformes sociales ne sont pas les réformes de la droite. Faites ce que vous racontez. C'est un homme de droite. Mais non, mais dans sa naissance. Mais il est vraiment. Il était chez les cagoulards. Écoutez, mais il intègre. C'est un homme de droite, Mitterrand. Tout le monde le dit. Il n'y a que vous qui vous dites, bah non, c'est autre chose. C'est le produit d'une époque. Vu une opportunité. C'est le produit d'une époque. Quand De Gaulle arrive au pouvoir, Mitterrand dit bon, on en a pour 20 ans. Il le sait. Et il y en a eu pour 23 ans. Et il y en a eu pour 23 ans avant d'arriver au pouvoir. Vous savez qu'après l'attentat de l'Observatoire, normalement, il est dans les mains de De Gaulle et de Debré, quasiment. Eh bien, le général De Gaulle comprend que celui qui va lui succéder, c'est lui, et qu'il ne faut donc pas affaiblir le futur président. Il ne va pas balancer les boules puantes. Il ne va pas balancer les boules puantes parce qu'il dit, c'est celui qui va me succéder à l'évidence, c'est cet homme-là. Donc, voilà. Alors, tu vois, la hauteur, est-ce que c'est gauche, est-ce que c'est droite? C'est la hauteur de De Gaulle. Je pense que c'est actuellement... Et après Bruno Conan. Après, je crois que... Attendez, je crois que ce qui se joue aujourd'hui là, avec à gauche et à droite dans cette partition de part et d'autre qui est assez impressionnante, vertigineuse, c'est une opposition entre des styles aussi. Le style, c'est important, ça marche pas que dans le domaine culturel, dans le domaine politique, ça marche aussi. Surtout aujourd'hui. Et surtout aujourd'hui, encore une fois, où quasiment tous les candidats ont des chaînes YouTube, ont Twitter, interviennent en permanence, donc c'est devenu aussi des phénomènes culturels à proprement parler. Donc d'un côté, il y a le style techno, donc Pécresse, Macron, Hidalgo dans une certaine mesure a aussi ce petit côté un peu techno, même si son travail, sa figure de maire de Paris, évidemment, la porte un peu plus quand même vers le terrain, mais quand même, elle a un peu cette idée-là, dans une certaine modération dans le discours, encore une fois, dans le style, la manière de s'exprimer, la manière d'appréhender les problèmes, de les présenter, et ensuite, un style plus Trumpiste d'une certaine façon, plus clivant, encore une fois, avec Zemmour, avec même Roussel d'une certaine façon, on l'a dit, c'est aussi un style qui est plus net de ce point de vue-là, et donc c'est ça, en fait, que les gens vont devoir choisir. Est-ce qu'ils préfèrent le côté charnel, plus direct, plus humain, plus simple, plus intuitif, ou alors quelqu'un qui incarne une espèce comme ça de hauteur, mais aussi une certaine distance vis-à-vis des problématiques du quotidien. Bruno Cotresse. Oui, ce qui est certain, c'est qu'on a les deux problèmes qui viennent d'être soulevés dans la discussion.
il y a effectivement un problème de perspective de victoire. De ce point de vue-là, Françoise a vraiment raison. Il n'y a pas de perspective de victoire. Ça n'amène pas les gens à, d'une certaine manière, à gommer leur Et excusez-moi, Bruno Cotresse, même sur un malentendu, on ne peut pas y arriver. Peut-être Mélenchon, mais il n'y aura pas de victoire à la fin. Mais parce qu'il y a le deuxième problème, c'est le problème de l'incarnation. Bien sûr. Il n'y a pas, en ce moment, à gauche, une personne qui arrive sur son seul nom à incarner, on va dire... toutes les lames de l'éventail, toutes les lames de l'éventail, c'est ça. Voilà. Et alors, pardon Bruno. Quelqu'un qui incarne la fonction présidentielle dans ces deux dimensions, la dimension horizontale de proximité, d'empathie, de compréhension des Français, mais surtout parce que c'est l'élection présidentielle, la fonction verticale, chef de l'État, au sens fort du terme, chef des armées, chef de l'exécutif. Et pour le moment, c'est vrai que dans les images des candidats, tels qu'on les a dans les enquêtes d'opinion notamment, il n'y a pas une candidature à gauche qui en ce moment fait de ce point de vue-là, on va dire, une différence. Une question pour une réponse en 30 secondes. Vous ne trouvez pas que ça fait quand même un peu mauvais genre quand la dernière de la primaire à gauche dit qu'elle va soutenir Mélenchon le lendemain même du résultat, alors que théoriquement elle aurait dû soutenir la gagnante de la primaire à gauche, non? De la primaire populaire? Normalement, c'est toujours le problème du lendemain de la primaire, ou ceux qui ont dit qu'ils se rangeaient derrière le vainqueur. Manuel Valls. Notre chemin. C'est un grand le premier. Le Manuel Valls. Oui, qui a soutenu Macron et pas Hamon. Bien sûr. Il y a 5 ans, absolument. Le mot de la fin, Bruno Cotresse, en 20 secondes. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Le chemin reste long. Et la marche est assez haute à franchir pour la gauche. Mais bon, il reste 70 jours. Il reste 70 jours. Vous êtes d'accord, Bruno, que je vois, parce que moi j'ai une vision un peu européenne, les Italiens se remettent à peine de Renzi, les Allemands se remettent, la social-démocratie, la gauche allemande à peine de Schröder, les Portugais se sont enfin remis de leur mésaventure. Quand la gauche arrive au pouvoir et qu'elle ne dirige pas pour les rêves qu'elle a éveillé et qu'elle a levé pendant une présidentielle, eh bien il lui arrive ce qui nous arrive aujourd'hui, mais on s'en remettra, parce qu'on s'en remet toujours en fait. Vous êtes d'accord en 10 secondes? C'est clair. Bon écoutez, globalement tout à fait d'accord. Bon ça vous donne de l'espoir, Françoise Degois. Merci beaucoup Bruno Cotresse, il n'a pas besoin de moi. Politologue, chercheur au CNRS. Entre camarades, c'est normal de se... vous arrêtez, les cagoulards là, ça suffit, non? Laissez parler le grand timonier de l'émission. Verdict sur Twitter. Primaire populaire, Taubira doit-elle être la candidate unique de la gauche? Vous êtes 90,7% à dire non. Ça vous dirait la chronique présidentielle de Philippe Rossi? On l'attend. Et bien, tout de suite. Il arrive.